9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique jusqu'à 10h pour terminer cette semaine. Alors, l'événement, ça va être lundi. L'événement, ça va être Eurex, la filiale privée de la Deutsche Börse spécialisée dans les produits dérivés. Eurex, à compter de lundi 16 avril, va réintroduire, après un peu plus de 10 ans d'absence sur le marché, les contrats à terme sur l'obligation assimilable du Trésor, c'est-à-dire le titre de dette que notre pays place sur les marchés régulièrement pour se financer. Certains candidats à la présidentielle, vous imaginez lesquels? J'ai plus le droit de les citer, mais enfin je vous laisse imaginer. Ils voient un outil de spéculation terrifiant et la volonté de créer une attaque sur la dette de la France, peut-être pour favoriser un camp plutôt qu'un autre. En tout cas, Jean-Pierre Jouyet, le patron de l'AMF, affirme que le problème n'est pas véritablement dans l'existence ou pas de ces contrats à terme, mais bien dans le timing. Effectivement, les lancer à une semaine de la présidentielle, alors qu'on a une crise sur la dette de l'Espagne et une crise sur la dette de l'Italie, c'est un peu dérangeant. On va en parler aujourd'hui avec Olivier Berruyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Il est actuaire, il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, ce n'est pas fini. La preuve par les chiffres aux éditions Yves Michel et animateur du blog les-crise.fr. Philippe Manière, bonjour. Bonjour. Président, fondateur de Footprint Consultant, il est auteur du pays où la vie est plus dure. Je vous le donne dans le mille, lequel c'est le nôtre, c'est chez Grasset. On va en parler parce que l'OCDE nous a sorti hier une espèce de recette miracle. On verra, recette miracle ou pas, comment faire de la rigueur de l'austérité sans tout casser. Et avec nous, Gilles Pélisson, bonjour. Bonjour. Il est président du groupement des professions de services, ancien président d'Accor et de Bouygues Télécom. Est-ce que, Olivier, les contrats à terme sur l'obligation assimilable du Trésor sont à bannir? Ils ont existé par le passé, ils ont été supprimés avant l'arrivée de l'euro et en fait, pendant des années, l'OAT et le Bund allemand se négociaient sur les marchés à un taux très proche. Du coup, moi, si je voulais me protéger contre un risque sur l'OAT, je prenais du contrat à terme sur le Bund qui lui existait toujours et tout fonctionnait très bien. Il y en a sur l'Italie, il n'y a jamais eu de spéculation incroyable avec ces contrats sur l'Italie. Et là, on a l'impression qu'on nous sort l'épouvantail. Oui, l'épouvantail est peut-être un peu grand, mais en tout cas, il est évocateur de ce qui se passe sur les marchés financiers. Je viens de finir toute une étude sur le sujet qui montre qu'en 10 ans, le marché des produits dérivés a été multiplié par 10, passant de 3 000 milliards à 35 000 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'il n'y a quand même pas des besoins qui ont été multipliés par 10 en 10 ans. Donc ça montre bien qu'il y a en effet aussi une utilisation et un dévoiement de ces instruments pour de la spéculation. Sur le sujet, j'ai envie de... J'aurais un regard un peu double. Le premier, c'est oui, c'est quand même un peu scandaleux que ça sorte, mais d'un autre côté, Eurex fait son métier. Eh oui. Son métier, c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner de l'argent. Et là, on nous annonce des turbulences. Du coup, effectivement, ils vendent le parapluie anti-pluie. En s'adressant aux spéculateurs, c'est une très bonne idée et il faut parier contre la dette française. Ça va rapporter de l'argent. Pourquoi forcément les spéculateurs, Olivier? Pourquoi est-ce qu'on ne s'adresserait pas à des gens en leur disant revenez sur l'OAT français, vous avez un produit supplémentaire pour vous couvrir, recréons de la liquidité sur la dette de la France? Oui, mais la dette de la France, elle manque pas de liquidité. Pour l'instant. Et ces instruments-là, moi, ça me fait toujours rire quand on parle de liquidité. Vous apportez de la liquidité généralement quand vous n'en avez pas besoin, parce que bien évidemment, quand ça ira mal sur les marchés, vous trouverez personne en face de vous pour vous assurer, pour vous garantir la dette publique. Et deuxièmement, vous trouvez de la liquidité à un prix qui est faussé par cette spéculation. Donc que les spéculateurs aillent dessus, c'est normal. Enfin, ils font leur métier. Moi, j'ai rien à dire. Après, la question, c'est est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on ne laisse pas faire? Mais pourquoi? Et sur ce point-là, j'aimerais juste citer quelque chose de très rapide. C'est un article du Code pénal français qui dit que les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des obligations publiques seront punis d'un emprisonnement d'au moins d'un an au plus. Attendez, c'est dans le code pénal français? C'est dans le code pénal, en tout cas. Celui qui parie, qui spécule en fait sur la dette de la France, est passible de prison. Le pari étant justement défini comme la possibilité de vendre ou d'acheter à terme des obligations. Bien entendu, cet article n'a été en cours qu'entre 1810 et 1885. En tout cas, à l'époque, on expliquait très clairement qu'elle est spéculée contre la dette du pays. Comme le disait très bien Napoléon, c'était se mettre volontairement en ennemi du gouvernement et qu'il fallait être... Moi j'adore, j'adore l'idée qu'on nous dise... c'était le bon temps. Napoléon ne tolérait aucune déviation. On ne pouvait pas s'exprimer sauf à être d'accord avec lui. Et si jamais on était en désaccord avec la politique du pays, alors on avait des ennuis. Regardez, c'était le bon temps. Il faut arrêter. On est dans une autre époque. Heureusement, il y a les libertés publiques, il y a la liberté du commerce, il y a la liberté d'aller et de venir. Ça s'appelle un pays libre. Alors on peut évidemment avoir la nostalgie du temps où notre pays n'était pas libre. On peut se dire qu'en Chine, Madame Michu, c'est pas là-bas qu'on laisserait lancer un contrat où on pourrait se piler contre la monnaie nationale.
nationale. Personnellement, j'aime mieux vivre dans un pays libre et la liberté, comme disait Benjamin Constant, ça ne se découpe pas en rondelles. On ne peut pas installer la liberté sur l'autel face à un petit article du code pénal qui dit vous n'avez pas le droit de jouer avec la dette d'un pays. Si, absolument si. Il faut me dire. Alors, écoutez, il faut me dire. Moi, je suis prêt à mettre des limitations des libertés. Mais non, on peut limiter les libertés à condition que ce soit vaguement motivé. Et là, la motivation qu'on nous donne, c'est vilain spéculateur. Écoutez, vous nous dites par exemple que les marchés, c'est de la morale. Moi, je veux bien. Non, mais la morale, il y a des confessionnaux pour ça. Ouais. Là, on n'est pas en train de parler de morale. C'est pas d'éthique, il n'y a pas de souci. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éthique. Je dis simplement qu'offrir un service au terme duquel on peut se couvrir contre les évolutions favorables ou défavorables d'un instrument financier, c'est parfaitement légitime, parfaitement normal, et qu'il faut me trouver d'excellentes raisons pour brider cette liberté-là. Mais il y a une très simple, c'est qu'ici, il y a des gens qui ne se couvrent pas parce qu'ils ne sont pas exposés au risque. Moi, j'ai aucun souci que des gens qui se couvrent contre le risque. C'est très bien, mais ceux qui ne sont pas exposés au risque. Qui se met en face de ceux qui se couvrent? Il faut bien des spéculateurs en face de ceux qui ont un risque. Sinon, le marché ne boucle pas. Et dernier point, si vous voulez bien, il y a une très bonne manière de ne pas être exposé au risque des marchés, c'est de ne pas y aller. C'est parfaitement facultatif. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui sont cotés en bourse, qui me disent tu n'imagines pas, c'est terrible, faut donner les quarterly, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est absurde les quarterly, mais c'est facultatif d'aller en bourse, les gars. Financez-vous avec vos potes, n'allez pas en bourse, vous n'aurez pas de quarterly. De la même manière, vous voulez pas avoir d'ennui avec les types qui achètent votre dette, c'est très simple, ne vous endettez pas. Nous sommes un pays qui s'est tellement endetté que les créanciers, légitimement, se posent des questions sur la qualité de la dette. Je ne vois pas ce qui, ni en droit, ni en morale, ni en économie, pourrait justifier qu'on empêche ces gens-là d'aller se couvrir. Juste un truc, hein, le marché des contrats à terme est beaucoup plus transparent et beaucoup plus contrôlé que celui des CDS, par exemple. Mais bien sûr. Gilles Pélisson. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est par rapport à cet échange, c'est de voir comment les candidats, eux, à l'élection, manipulent ces notions. C'est-à-dire que le côté, moi, je vais dominer les marchés, et demain, de toute façon, vous allez voir ce que vous allez voir, je maîtriserai les spéculateurs, enfin par rapport à ce que disait Philippe à l'instant, versus, non, à un moment, il faudra quand même en tenir compte, on n'est pas dans une bulle. Et je crois que celui ou celle qui sera élu, de toute façon, à partir du 7 mai, devra faire avec. Et là, c'est juste un petit rappel qu'ils sont là, il y aura des instruments, on aime, on n'aime pas, et c'est la liberté, c'est pas la liberté, ils doivent être encadrés, etc. Mais que de toute façon, on est obligé de faire avec. Mais même sans cet instrument, ils auraient été là, ceux qui voulaient jeter les contre la dette, franchement. Il est certain que peu importe. Il y a trop de buzz autour de cet instrument qui n'en est qu'un parmi d'autres et qui n'empêchera pas des gens. On est bien d'accord. En tout cas, il est certain que celui qui va remporter la campagne présidentielle, qui sera président, a priori, je crois que c'est prévu le jeudi 10 mai, entre 10h et midi, l'agence France Trésor va tendre la sébile, comme elle le fait régulièrement. Et là, s'il n'y a pas des gens qui donnent, c'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'on devient, qu'on prend la une de la presse et puis qu'on commence à parler de syndrome gréco-hispano-portugo-irlandais qui finit par traverser les Pyrénées. Le TGV en provenance d'Athènes arriverait à Paris. Vous avez vu cette novation sémantique que je trouve très intéressante, je crois, d'UBS hier, puisque traditionnellement, il y avait les pays du cœur de l'Europe qu'on appelait les pays core en anglais, c'est ORE, et puis il y avait les pays de la périphérie. Eh bien, UBS a inventé, s'agissant de la France, cette chose merveilleuse qui s'appelle la coriphérie, c'est-à-dire qu'on n'est ni le cœur ni la périphérie. Et je trouve que c'est un magnifique résumé à la fois géographique et historique de là où on est. On est exactement là. La question est de savoir si nous sommes la Grèce ou les Pays-Bas. Soit nous sommes, et nous l'assumons, une sorte d'annexe, au moins sur le plan, disons, de la manière dont on aborde l'économie de l'Allemagne, c'est-à-dire que nous faisons une politique de l'offre, nous faisons un peu de responsabilité fiscale et nous sommes dans le corps, soit nous nous laissons aller à faire de la relance, des trucs et des machins, comme on fait chaque année, en particulier quand il y a des élections, depuis 1972, 13, 14, je parle sous votre contrôle, dernier budget équilibré, 14. Et là, nous sommes à la périphérie. Et c'est dans le mois et demi qui vient qu'on verra si la France est au milieu ou sur les marges. Et c'est quand même pas tout à fait rien. Je trouve que cette novation sémantique très riche et très féconde en réalité. Et l'histoire effectivement des plans de relance va nous amener à ce que dit l'OCDE. Les plans de relance, ça peut être nécessaire, mais il faut savoir les arrêter, retirer les mesures conjoncturelles. Et or, nous, on a le keynésianisme qui théoriquement est un mode de gestion temporaire. On en a fait un mode de gestion permanent depuis 1974. C'est donc un vrai souci. Allez, on marque une pause, il est 9h14. Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Nous revoilà avec Olivier Berruyer, avec Philippe Manière, avec Gilles Pélisson. Olivier Berruyer, je me pose une question depuis 15 jours. Comment on va faire? Ça va nous amener à l'OCDE. Comment on va faire? L'Espagne fait le job avec des réformes, des vraies réformes du marché du travail. L'Italie fait le job. L'Allemagne paye encore. Et la BCE a fait un job incroyable. Et ça ne suffit plus. Hier, je vais quand même vous donner les chiffres précis.
hier, l'Espagne met de la dette à 3 ans sur les marchés. Cette dette est partie à 3,89%. En mars, il y a quelques semaines, la même dette à 3 ans partait à 2,76. 113 points de base. Ils voulaient mettre 3 milliards, ils ont mis que 2,8 milliards. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait Messieurs nous a dit il y a 2 jours, nous n'interviendrons plus sur le marché espagnol, et devant les tensions, finalement, nous sommes prêts à intervenir à nouveau sur le marché espagnol. Alors effectivement, une bonne phrase de Mario Draghi ou du chef économiste d'ailleurs qui est un Français suffit à calmer les marchés pendant 3 jours, une semaine. Mais il y a un moment, voilà. Nous sommes renvoyés à la question essentielle sur les dettes publiques, c'est est-ce qu'on est face à un problème de liquidité ou est-ce qu'on est face à un problème de solvabilité? Voilà, la question, elle est là. La réponse, c'est les deux, en fait. Un peu, non? La liquidité en France, pour l'instant, elle est là. Quand on fait une adjudication d'OAT, on la place, la demande est sursouscrite et le taux grimpe un peu, mais... Pour le moment, tout va bien. Mais sauf que ça fait 5 ans qu'on agit comme s'il n'y avait qu'un problème de liquidité. Et donc, on prête de plus en plus à ces structures qui sont clairement et malheureusement, à cause de 40 années d'incurie financière, dans un état d'insolvabilité avancée. Alors, on ne veut pas voir les conséquences de cette triste réalité qui fait que le monde occidental, au final, est dans des situations financières qu'ont connu le monde africain dans les années 90 ou sud-américain dans les années 80. Jean-Pierre Petit parle du déclin. Il ose le terme déclin en parlant de la France. J'aime pas le terme déclin. C'est pas forcément un déclin. Non. C'est un problème de... on a par le passé dépensé le même argent 2 fois, la comptabilité va nous ramener à un équilibre logique et naturel et qui va être forcément douloureux. On a une dette qui est désormais bien trop grande pour être gérable, la dette va diminuer. Je pense que dans le contexte européen, ce qui va être intéressant aussi, c'est cette notion que vous avez souvent dans les entreprises de la peer pressure. C'est-à-dire comment vos pairs vous mettent de la pression. Et est-ce qu'on pourra être le seul pays à dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, on continue, on fait pas de réduction de dépenses de façon extrêmement drastique, là où tous les autres sont en train de se mettre a priori au travail pour, moi je suis souvent en Espagne, donc je vis cette expérience espagnole qui est très très pénible pour le pays, à la fois pour les entreprises, pour les salariés, pour le contexte politique, c'est vraiment compliqué. Bon, la Grèce, on n'en parle pas, l'Italie est en train de commencer à voir ça avec Mario Monti, et jusqu'où, entre guillemets, nos homologues en Europe vont nous mettre la pression en disant, attendez, vous les Français, vous êtes gentils, mais vous êtes obligés de le faire aussi comme nous, quoi. Oui, mais vous avez entendu Marcus Kerber, ce professeur allemand, qui nous dit il y aura clairement une Europe à 6 et vous n'y êtes pas pour l'instant, messieurs les Français. Oui, mais lui, moi, je suis très sensible à l'argument que vient d'avancer Gilles Pélisson, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, je pense que même d'ailleurs du point de vue de la psychologie de l'électeur français moyen, donc je vais assez loin parce que je ne parle pas des quelques centaines ou des quelques milliers ou des quelques dizaines de milliers de gens qui sont des spécialistes de la réforme ou de la dette française. Hein. Je pense même que dans les esprits français, ça commence à s'installer. Cette idée selon laquelle l'idée qu'on a vraiment raison contre tous les autres, y compris contre nos voisins, contre nos cousins, parce qu'on ne parle pas de ces affreux Anglais ou Américains, Burke, Oresco Référence, on parle de gens qui sont nos voisins, qui ont les mêmes déterminismes que nous, qui parfois sont même latins, la Garlic Belt, ou en tout cas qui sont dans la même disposition d'esprit de grande social-démocratie généreuse. Je pense que s'installe progressivement dans les esprits, mais ça va prendre du temps, puis il y aura évidemment ceux qui sont dans l'autre camp sont toujours plus bruyants que ceux dont je parle, mais qui à mon avis vont assez rapidement devenir majoritaires. Je pense que s'installe l'idée qu'on ne peut pas ne pas y passer. Alors, je pense que si en plus on prend un tout petit peu de distance historique, il est extrêmement frappant de voir que la France, c'est vraiment le trou noir de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis, le Royaume-Uni qui ont fait des réformes très considérables il y a 25-30 ans. Vous avez la Suède, l'Allemagne il y a 15 ans. Comment ? Et que le résultat est remarquable. Le résultat a été très remarquable pendant des années. C'est livre à crédit, effectivement. Non. Je n'ai pas dit que c'était irréprochable. Je dis qu'ils ont fait des réformes très considérables. Et effectivement, il y a un certain nombre d'inconvénients qui apparaissent aujourd'hui et qui sont coûteux. Petit inconvénient. Ça s'appelle la faillite. Je pense honnêtement, si le Royaume-Uni ou les États-Unis étaient plus menacés de faillite que la France, on en parlerait avant de parler de la France. On n'a pas commencé par ces pays-là. Mais je suis d'accord avec vous, tout n'a pas été bien fait. Je dis simplement, voilà des pays qui, il y a 30 ans, étaient dans une quasi-impasse, à la fois financière. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la dette, elle était quand même sévère, qu'il y avait de l'inflation, qu'il y avait des déficits, etc. On rappelle que le FMI a débarqué en Angleterre. Le FMI a débarqué en Angleterre, il a failli aller au Canada. Il n'y avait aucune dette aux États-Unis avant l'arrivée de Ronald Reagan. Elle était quasi nulle, elle est restée tout à fait stable entre 1940 et 1980. Les États-Unis. Je parle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni était dans un état de capilotade absolument terrible. Le FMI, on le rappelait à l'instant, est arrivé. Donc le Canada, c'était la même situation. Donc il y a eu plein de choses qui ont été faites à ce moment-là, dont toutes n'étaient pas bonnes. J'en conviens volontiers. Ce que je veux dire, c'est que ces pays-là étaient dans une impasse et ils ont fait un énorme travail.
avec des excès, avec des erreurs, j'en conviens volontiers. Mais voilà des pays qui ne sont pas restés en disant notre modèle est le meilleur, on ne bouge pas. 10 ans, 15 ans plus tard, vous avez eu la Suède, vous avez eu l'Allemagne, et puis maintenant vous avez l'Espagne, et puis vous avez l'Italie, et puis vous avez tous ceux que je ne cite pas. Oui, mais dans l'urgence, là, dans l'urgence. Oui, mais écoutez, vous n'étiez pas là à regarder les niveaux des CDS il y a 25 ans quand dans on faisait l'urgence, pardonnez-moi, l'Allemagne et la Suède, ils ont fait ça avec un certain degré de pression et d'urgence, mais pas parce qu'il y avait le feu. Ils l'ont fait avant et intelligemment. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est donc nous sommes les derniers dans ce paysage que j'ai décrit à la serpe et à la va-vite, j'en conviens volontiers, mais nous sommes les derniers qui sommes debout sur la table en disant notre modèle est là, le prix, on s'en fiche, et de toute façon, l'humanité finira par comprendre qu'on a raison et par nous imiter. Avez-vous déjà vu un pays qui se lève et qui dise, après avoir bien réfléchi, je choisis la France comme modèle? Ça n'existe pas. Le modèle français s'appelle modèle par antiphrase. Donc il va falloir qu'à un moment, tout le monde se rende compte qu'on l'acte, ça. Tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens de tenir le modèle. Et je crois qu'on n'est pas loin de ce point-là. Le discours politique nous a vendu ce modèle qui nous a protégés. Mais même encore hier soir, même la droite vend le modèle français. Même s'il faut faire des réformes, c'est au nom du modèle français. Il sera très intéressant de voir où va la Big Society de David Cameron. Et des nouvelles alliances auront lieu parce qu'une Allemagne en position de force, à un moment, va choisir ses alliés. C'est ce que disait Marcus Kerber. Si jamais à un moment vous commencez à vous réformer et pas les autres, à un moment on peut faire confiance aux Allemands pour aller vers des économies qui auront une volonté de se réformer par rapport à d'autres. Donc c'est là où le couple franco-allemand va certainement un peu tanguer. Enfin bon, bref, il y a tous ces enjeux-là derrière. Parce il y a un investissement à faire, en tout cas, à être crédible aux yeux des Allemands. C'est-à-dire que si on veut peser sur l'Europe et sur l'Allemagne, c'est pas juste en faisant comme d'habitude. Voilà. Le fameux Kerber parlait du couple franco-allemand comme d'une mésentente cordiale, je me souviens, c'était assez terrifiant. Et puis alors, il le dit avec beaucoup de conviction. Il y a un truc qui monte, et qui... C'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt montent beaucoup et ça va continuer à monter. Il y a quelqu'un chez nous, je ne vais pas citer son nom, qui a dit le pacte budgétaire, il faudra qu'il y ait le mot croissance, il faudra qu'il y ait de la croissance. Et tout le monde est en train d'acheter l'idée depuis une semaine là. Oui, il faut effectivement créer de la croissance. Et l'OCDE nous explique qu'il y a peut-être moyen de faire des réformes sans tout casser. Vous savez, le couple rigueur, la relance, vous savez de ça. Gaudriole française. Qu'est-ce que nous dit l'OCDE? Vous allez réagir à ça. Ils nous disent que le premier axe, c'est de réformer les retraites. Le deuxième axe, d'après l'OCDE, c'est afficher des règles budgétaires crédibles, long terme, stables. Donc plus être dans le déni. Troisième axe, économiser sur des postes non récessifs, comme la santé, mais pas en réduisant les remboursements, en allant attaquer l'organisation des CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, l'organisation de l'hôpital, la tarification des médicaments, en allant peut-être attaquer également les rémunérations des médecins. Et le deuxième axe, l'enseignement, mais là pas en réduisant le nombre de profs, encore une fois, en faisant des économies d'échelle. Et puis ensuite, les niches fiscales, une par une. On les regarde toutes, niches fiscales et sociales, et on décide lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. C'est pas mal le truc. Vous achetez pas là ? Si, c'est un vrai programme. C'est un vrai programme qu'on a commencé à voir, mais sur lesquels les candidats ont énormément de mal à s'engager. Je crois que l'OCDE cite aussi les dépenses territoriales. Oui, alors après il y a plein de choses, on va y revenir, mais là j'ai 30 secondes. Qui sont vraiment qui est vraiment notre boulet en France. Il n'y a aucun des candidats qui ose le dire. Oui, mais dès que je parle de dépenses publiques dans cette émission, Gilles Pélisson, les gens m'écrivent en me disant ce sera moins de profs, ce sera moins d'infirmières, ce sera moins de flics. Non, mais moi je crois qu'il y a moyen de baisser la l'Allemagne tout à l'heure. Thomas More a très bien montré que l'Allemagne, en ayant une concentration à la fois de ses hôpitaux, de ses lycées, etc., arrive à avoir des dépenses beaucoup plus efficientes que ce que l'on a aujourd'hui avec notre saupoudrage qui fait qu'on n'ose froisser personne, mais que du coup on maintient des systèmes qui sont effectivement extrêmement présents dans la capillarité du pays, mais qui malheureusement sont totalement inefficients et qui coûtent très très cher au pays, quoi. On est donc bien le pays où la vie est plus dure. Hein, on va justement en parler dans un instant, parce que dans les propositions de l'OCDE, ça va évidemment plus loin. Il va falloir augmenter les impôts non productif. C'est immobilier et succession, c'est dur à entendre évidemment. Non mais c'est pas dur à entendre, il est temps. Oui, mais franchement. Et puis c'est évidemment les impositions sur le travail. En matière de dépenses, évidemment les collectivités locales. J'ai repris les chiffres et je m'arrêterai là. En France, on a 36 783 communes. On a 18 716 regroupements intercommunaux. On a 371 pays, 4058 cantons, 100 départements, 26 régions d'outre-mer. Voilà. Il est 9h27. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Nous revoilà avec Olivier Berruyer. Il est auteur de Stop, tirons les leçons de la crise aux éditions Yves Michel et il anime le blog les-crise.fr. Philippe Manière, le président fondateur de Footprint Consultant, auteur du Pays où la vie est plus dure chez Grasset. Et Gilles Pélisson, actuellement président du groupement des professions de services
Au MEDEF, hein, c'est bien ça, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure. J'ai énormément de réactions d'auditeurs, on a mis le feu à la boîte mail. Alors Alfred nous dit il est grand temps de mettre fin à certaines spéculations et de punir sévèrement ces gens-là. L'argent doit aller à la création de richesses, le désir de gain ne doit pas tout permettre. Nous avons Paul qui a la conviction qu'il y a des hausses d'achat sur les CDS français en ce moment. Marc écrit spéculer contre son pays, ça s'appelle de la trahison, mais les spéculateurs ont-ils une patrie, se demande-t-il. François, je ne suis pas coté en bourse, je ne spécule pas, je n'ai pas d'action et j'ai pourtant été touché par la crise, voilà. Je considère ces spéculateurs comme des ennemis du pays, de l'Europe et du genre humain en général. Stéphane nous écrit, messieurs, à quand une émission comme la vôtre à 20h30 sur France Télévisions? Voilà qui fait plaisir de temps en temps, parce que je me fais insulter, vous n'imaginez pas. Rigueur ou pas, écrit Michel, on sera tous logés à la même enseigne à court terme, la faillite. Alors autant profiter encore un peu, en ne s'imposant pas la rigueur, de toute façon. Si l'aboutissement est le même. On a Louise. Ah, au final, la France... C'est drôle, ça, au moins. Oui, la France vit de l'Europe, c'est le village gaulois d'Astérix, mais sans la potion magique. Et puis enfin, pour Monsieur Manière, la France était l'une des seules à ne pas avoir adopté le système des subprimes. Comme quoi, on peut avoir raison contre les autres. Mais c'est ça. Alors là, je vais répondre tout de suite à ça. Moi, je me rappelle d'un discours de l'excellent Nicolas Sarkozy, qui, comme vous savez, incarne l'originalité, la splendeur, le rayonnement définitif et international du modèle français. Eh bien, début 2007, si je me souviens bien, ça peut être 6 mois avant, 6 mois après, vous ne m'en voudrez pas, il a fait un discours où il disait, mais franchement, l'hypothèque rechargeable, c'est génial. Les crédits hypothécaires. Les Américains, ils ont raison avec l'hypothèque rechargeable. Vous savez, ce qui nous a sauvés, c'est le gong. C'est-à-dire que si les Américains n'avaient pas fait faillite à ce moment-là précis, 6 mois plus tard, on avait du subprime, 2 ans plus tard, on le prenait dans la tête. Donc, comme d'habitude, quand les Français ont raison, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir tort. Ça n'est pas du tout à mettre à notre crédit. C'est absolument vrai, cette anecdote, et d'ailleurs le timing est tout à fait juste, c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Alors, je vous donne donc, ils sont très nombreux à vouloir avoir la recette de l'OCDE, alors on y va. Donc sur la santé, l'OCDE nous dit qu'il faut faire des économies en matière de santé, mais dans la gestion des caisses nationales d'assurance maladie, il faut arrêter de recourir systématiquement à l'hôpital de nuit, mais plus à l'hôpital de jour, plus de générique, et puis effectivement la question de la rémunération des médecins. Il faut évaluer niche par niche, fiscale, sociale, supprimer celles qui ne servent à rien. C'est du boulot, c'est vrai. Les dépenses des collectivités locales, fusionner les communes, conditionner les dotations de l'État au fait qu'il y a des objectifs de résultats au sein des collectivités. Sur la fiscalité, on allège... Ça, c'est au programme de Nicolas Sarkozy. C'est OCDE, ça. Hein, oui, mais ça tombe bien parce que c'est dans les choses que Nicolas Sarkozy a annoncé, l'une de ses 247 émissions récentes, vous savez, où il passe... on ne devrait pas parler de lui d'ailleurs. Le président sortant, si j'ai le droit, c'est le président. Ouais, le président a annoncé que peut-être il était décidé pour l'avenir à soumettre la dotation de fonctionnement. Parce qu'il y a un truc qui est terrible, qui est ridicule en France, c'est que les collectivités locales sont autonomes, elles font ce qu'elles veulent, sauf qu'elles vivent avec l'argent de l'État central, ce qui est vraiment la recette du délire. C'est-à-dire, si vous voulez que les gens fassent de plus en plus de bêtises pour plaire à leurs électeurs sans en payer le prix, et sans même que les électeurs ressentent ça par la morsure de l'impôt, il n'y a qu'à faire ça. Donc on a fait le plus mauvais dispositif de décentralisation concevable. Je pense que si on avait mis des experts autour d'une table en leur disant c'est une expérience à vie, de trouvez-nous le plus mauvais dispositif possible pour être absolument certain que la dépense publique part en vrille, on aurait mis ça au point. C'est-à-dire que localement, on a intérêt à dépenser et c'est le contribuable national qui paye. Donc c'est un truc de dingue. Et parmi les rares choses que moi je mets au crédit du président sortant en tant qu'il parle de l'avenir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je pense qu'il a mis le doigt sur un truc important. On est aujourd'hui dans une situation où certes c'est l'État qui fait les déficits et pas les collectivités, mais l'État fait des déficits en grande partie parce qu'il finance les collectivités. Donc il faut absolument subordonner la dotation globale de fonctionnement, enfin, l'argent que l'État central donne aux collectivités locales, quel que soit son nom, à un minimum de vertu budgétaire de la part des collectivités. Alors, est-ce que ça pourrait faire baisser la dépense des collectivités locales? Bien sûr, oui. Je termine et on réagit. Sur la fiscalité, on allège l'impôt sur le travail, on alourdit l'impôt sur les successions et l'immobilier, et on installe la fiscalité verte. L'OCDE insiste beaucoup sur la fiscalité verte. Marché du travail. Il faut poser le fardeau bureaucratique et judiciaire des licenciements économiques avec les obligations de reclassement. Sur l'éducation, on développe l'apprentissage. Plus de moyens d'autonomie pour les universités, avec 3 choses qui fâchent: dans le recrutement des profs, dans la sélection des élèves et dans les frais d'inscription. Plus élevés, bien sûr. Et enfin, libéraliser les professions réglementées et les commerces de proximité et les commerces de détail. Est-ce que là, nous avons un truc qui ne casse pas tout et qui relance un truc? Oui, non, mais le problème, la plupart de ces mesures sont plutôt de bon sens et en effet, sera intéressante à appliquer. Je partage tout à fait l'analyse sur les collectivités locales. C'est là qu'il y a un vrai problème. C'est pas sur l'État, c'est sur les collectivités territoriales qui ont une explosion des dépenses. Mais le problème, c'est que toutes ces bonnes petites mesures, dans mon analyse, il aurait fallu les faire il y a 15 ou 20 ans.
Le problème, sous la contrainte, c'est difficile. Mais c'est pas une histoire de contrainte. Mais si c'est une histoire de contrainte, 90% de dette, 70 milliards de déficit du commerce extérieur, on est complètement liés, on a le bras tordu. Je suis d'accord, Nicolas. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la dette publique sur chaque ménage imposable, c'est 120 000 €. Alors, voilà, c'est ça la dette publique très concrètement. La question c'est est-ce qu'on va arriver... Là vous mettez le hors-bilan avec les retraites. Non. Même pas. Pas du tout. Même chaque ménage, vous dites chaque ménage. D'accord, ménage. Mais vous vous rendez compte que ça signifie quoi. Regardons par ménage. Donc on voit qu'on est face à un sérieux problème et que on va difficilement revenir même à 50%, ce qui était l'objectif de l'OCDE. L'objectif de l'OCDE, oui. Ramener en 2050. Toutes les dettes à 50% du PIB. 2050 alors on est sauvé. Moi je vous donne ce que dit l'OCDE. Ça ira bien d'ici là. Le problème c'est quels seront les taux dans 3 mois et évidemment les taux vont monter. Les réformes qui ont été mises en place en Espagne ou en Italie dont on parlait tout à l'heure, c'est bien gentil. Mais enfin on voit que le taux espagnol en ce moment il n'est pas en train de se porter comme un charme et que ça va très probablement continuer. On est face à une mécanique où les marchés vont attendre des résultats à très court terme qu'on sera tout à fait incapable de leur donner. On ne peut pas faire ça en 15 jours, c'est sûr. Bah oui, mais le problème c'est qu'on est dans un système où on attendra des résultats en 15 jours et s'il n'y a pas de résultats en 15 jours, les prêteurs partiront. Et le danger, il est là, comme les prêteurs sont partis de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, ils vont finir par partir. Préparez-vous parce qu'il y a un auditeur qui est fou furax à l'idée qu'on pourrait augmenter l'impôt sur les successions et l'immobilier. Alors d'abord Gilles Pélisson, je l'attends. Avant de parler de la succession, moi juste un mot sur les dépenses publiques. Là aussi, on est un rappel, on est le pays qui sous-traite le moins sa dépense publique au privé. Oula, c'est un gros mot ça, Gilles Pélisson. Si je dois, non mais c'est 10% à peu près des services aux entreprises qui sont sous-traités dans les dépenses publiques, là où la Hollande, l'Angleterre, qui sont les pays certainement qui ont le plus fait de partenariats public-privé, de délégation de services publics, etc., et de sous-traitance, sont allés à 50%. Donc simplement nous, enfin je le sais par rapport au MEDEF et au groupement des professions de services, on a milité pour au moins doubler ce chiffre. Parce qu'il y a beaucoup d'instances où effectivement, non seulement on a cet empilage du millefeuille dans lequel le gouvernement actuel avait tenté de le mettre sur la table, et puis finalement cette réforme n'a pas eu lieu, mais au-delà de ça, c'est aussi comment on fait au quotidien dans les collectivités locales en utilisant des pertinences. On a, vous le savez, les sociétés publiques locales, qui sont des véhicules pas très performants. On a beaucoup de choses qui échappent à la TVA dans tout ce qui est régie, qui sont donc de la concurrence déloyale vis-à-vis du privé. Donc toutes ces choses-là, dans notre pays, existent et maintiennent quelque part une façon pour le public d'agir, mais qui est non performante. Donc à un moment, au moment de cette réforme qu'on appelle Balladur qui a été rangé dans un tiroir, il y avait tout dedans. Non mais Nicolas, il va falloir oser le faire. Voilà, on va pas lister tout ce qui aurait dû être fait, tout ce qu'on a. Ça n'empêche pas qu'il faut le faire. Il est trop tard. On aurait dû le faire avant. Il n'est pas trop tard. Mais il est beaucoup plus tard que ce qu'on aurait dû faire. Voilà, on a laissé passer beaucoup trop de temps, c'est un fait. Mais c'est pas pour autant qu'on dit puisqu'on a raté. Si vous êtes vous êtes dans la voiture, vous allez être dans le platin, vous dites flûte, j'aurais dû tourner avant. Vous donnez quand même un coup de volant. Vous vous dites pas, j'aurais dû donner le coup de volant avant. Je vais dans le platane. C'est absurde. Donc oui, il est trop tard, mais on va le faire quand même. Alors, quand même, quelques observations. Gilles fait son boulot en un mot, là, parce que de prestataire de service. Mais il a raison. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, et j'étais, pour être très honnête, très dubitatif, un job center à Londres où coexistaient des fonctionnaires et des gens de sociétés privées. Et c'était à Brixton, quartier déshérité, etc. Puis j'ai vu la même chose à Édimbourg parce que je voulais en voir deux pour être bien sûr que c'était pas le job center Potemkin. Vous avez vraiment la capacité dans ces pays-là qui ont cette tradition et cette culture de faire travailler à moindre coût des gens qui sont au moins aussi performants que le public et qui sont plutôt moins chers. Alors, faut pas idéaliser le privé. En Angleterre, c'est des boîtes françaises. Oui, souvent c'est des boîtes françaises. Faut pas idéaliser. Ça a un coût. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Mais c'est vrai que au moins ça stimule le public. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que il ne faut. Bien sûr, il y a des tas de choses à faire sur la régulation, sur le marché du travail, sur le marché des biens et services. Mais ne croyons pas que ça ne coûtera rien. Ça sera peut-être moins de rigueur, mais il y a des gens qui vont passer à la caisse. Tous ceux qui aujourd'hui, dans le dispositif où on vit, sont en train d'en croquer. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Aucun politique ne veut l'assumer parce qu'il veut pas être en poste au moment de la transition. La transition est dure à vivre. Nicolas, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas dire l'OCDE a trouvé la baguette magique, il n'y aura pas de rigueur, donc il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de rigueur, mais les gens qui aujourd'hui sont dans une situation de rente vont en prendre plein la tête. Il est 9h44. Intégral Bourse dans 15 minutes avec Guillaume Sommerer, Laura Marzouk. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Olivier Berruyer avec nous, animateur du blog les-crise.fr. Philippe Manière, le président fondateur de Footprint Consultant et auteur du Pays où la vie est plus dure chez Grasset. Je commence à le croire, Philippe. Et Gilles Pélisson, président du groupement des professions de services au MEDEF, ancien patron de Bouygues Télécom. On dirait un mot de frites, tiens, pour terminer. Alors, vous allez réagir à Bertrand, Philippe Manière. Je suis scandalisé par les propos d'un intervenant qui indique
qu'il est temps d'augmenter les impôts sur l'immobilier et les droits de succession. Cette personne a-t-elle déjà payé de la CSG et autres sur des revenus fonciers? Les propriétaires immobiliers sont des vaches à lait en France. Je demande des excuses à cet intervenant et je lui donne un cours de fiscalité personnelle. Voilà, je ne ferai pas d'excuses à ce monsieur. Alors, s'il avait écouté, j'ai parlé de la fiscalité sur les plus-values immobilières. Donc, il est vrai que la taxation de l'immobilier en général est assez élevée sur les revenus de l'immobilier. Moi, je pense qu'elle devrait être comme les autres taxations, c'est-à-dire qu'on taxe tout au même niveau, et éventuellement un prélèvement libératoire sur un certain nombre de placements qui peuvent être considérés par la puissance publique comme étant favorables. Pour être très honnête, si on me demande l'ordre de préférence en termes de les placements les plus recommandables et que la puissance publique devrait aider, je mets l'immobilier tout en bas. L'immobilier n'a aucun intérêt. C'est la plus mauvaise manière d'utiliser l'argent privé comme l'argent public. Ça détruit de la valeur. Vous vous rendez compte que dans ce pays, si vous vendez des parts de PME après les avoir détenues pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, en prenant le risque, vous payez des plus-values élevées, alors que si vous avez acheté de la pierre, degré zéro de la créativité et de la création de richesse, là vous êtes exonéré de plus-value. Donc le vrai scandale pour moi, c'est que la meilleure manière de s'enrichir dans ce pays, c'est d'avoir des parents qui vous ont donné 100 000 francs il y a 20 ans, ce qui vous avait permis d'acheter un petit appartement, puis un moyen, puis un grand. Je parlais l'autre jour avec un ami, donc c'est un ami, je l'aime beaucoup. Il me disait qu'il avait vendu son appartement, il a fait le calcul, il a fait exactement le trajet que je viens de vous dire. Ses parents lui ont donné un peu d'argent, il a changé 2 fois, 3 fois, en exo de plus-value chaque fois. Cette personne a gagné, écoutez-moi bien, 7 500 € net par mois lissés sur les 20 ans que je viens de décrire. Je suis très heureux pour lui, il faut jouir par procuration, la vie est belle, je suis très heureux, il est content, il a de l'argent, sa famille va bien. Est-il normal que quelqu'un puisse gagner 7 500 € juste en changeant d'appartement par mois? Par mois. Là, on n'imagine pas ce que c'est que la valorisation à laquelle on... Bien sûr, tout ça va se casser la figure. Heureusement, car il ne faut jamais oublier que la hausse de l'immobilier, c'est un transfert massif, injuste et vraiment complètement fou des jeunes pauvres vers les riches vieux. Les vendeurs sont toujours riches et sont toujours vieux, et les acheteurs sont toujours pauvres et sont toujours jeunes. Rien n'est plus antisocial que la hausse de l'immobilier, et rien n'est plus inacceptable que la non-taxation de la plus-value sur la résidence principale. Même François Hollande, même Jean-Luc Mélenchon, pardon, je devrais citer les 10 autres, considérer que je l'ai fait poutou, gna gna gna, personne ne suggère cette évidence qu'il faut taxer. C'est un enrichissement sans cause caractérisé. Si on me demandait d'incarner l'enrichissement sans cause, la manière de gagner de l'argent la plus indéfendable et donc la plus susceptible d'être taxée avec toute légitimité, je dirais le fait de revendre un bien immobilier qu'on a acheté. On n'a rien fait pour qu'il monte, il monte. Pourquoi cette valorisation, cet enrichissement devrait-il échapper à la fiscalité? Je ne présente pas d'excuses à votre auditeur pour que je respecte cependant complètement dans son opinion différente de la mienne. Bravo Philippe Manière. Bravo Philippe Manière. Gilles Pélisson. Non, je crois qu'il y a mais il faut simplement rajouter dans ce cadre quand même qu'il y a un déficit chronique de l'offre de logement en France. Oui, mais c'est pas parce que les prix montent voilà, que ça va changer. Simplement, il faut le garder en tête. Sur l'histoire de l'immobilier, là, on a eu une petite passe d'armes assez drôle cette semaine. Vous avez l'AFNAIM, Fédération nationale des agents immobiliers, Century 21, grand réseau d'agences, qui nous disent oui, alors effectivement, les transactions baissent, la durée des transactions s'allonge, les prix baissent, mais très peu, et ils vont baisser très peu. Tu parles. Standard & Poor's dit moins 15. Et Standard & Poor's hier nous dit vous allez vous prendre moins 15 sur les prix de l'immobilier d'ici fin 2013. Vous avez tous les ingrédients du retournement de marché. Évidemment, il est assez rare de voir le maire d'une station de ski vous dire ne venez pas, il y aura pas de neige. Voilà, exactement. C'est de la même manière que Frédéric Oudéa cette semaine nous dit il n'y a pas de problème, le fonds à 800 milliards, le parfait à 800 milliards suffira. Et oui. Et donc, le prix des logements ramenés aux revenus, quand on regarde sur une soixantaine d'années, on voit qu'aujourd'hui on est à peu près au double. Au double en moyenne en France, à Paris encore plus. À Paris en 1983, pour le même effort, on a acheté 3 fois plus grand. Enfin, on a une génération aujourd'hui, et je pense que votre auditeur qui vous a écrit n'a pas 30 ans, qui vit dans des cages à lapins, pour lesquels il s'endette 30 ou 40 ans. Alors heureusement, en effet, comme le souligne Philippe, ça va se casser un peu la figure et revenir à des niveaux un peu plus corrects, parce qu'on a une génération entière qui est en train de se saigner pour se loger et pour 2 rembourser des dettes qu'ils n'ont pas contractées, ce qui est de nature à causer des vrais problèmes entre les générations dans le pays. Et un impact pour les entreprises très négatif, parce qu'effectivement, dans les marchés qui sont tendus, des bassins d'emploi qui sont tendus, difficulté effectivement pour mobiliser les gens à venir travailler, ou alors ce sont des conditions de travail totalement inefficientes avec des heures de transport et donc de la non-productivité, de la non-performance. Et puis du malheur social, évoquons-le. Et de la grande fatigue. Je ne sais plus quel est l'organisme qui avait sorti une étude passionnante qui liait finalement le phénomène du chômage au phénomène de la non-mobilité des gens. Mais bien sûr. Ah oui. Malheureusement, j'ai plus la source, donc c'est pas très professionnel de ma part de le dire, mais il évoquait une remise à plat complète effectivement des droits de
mutation, des phénomènes, des phénomènes qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer pour changer de boulot. Olivier Burier, un mot là-dessus, on parle de Free. Je trouvais le mail très, très intéressant parce qu'il citait deux choses. Il citait en gros la fiscalité sur l'immobilier et les droits de succession, qui sont quand même deux des sources potentielles de fiscalité intéressante et somme toute peut-être le moins douloureuse sur l'économie et peut-être le plus juste. Sauf qu'on voit très bien qu'on est face à il y a une espèce d'idéologie où évidemment on ne veut plus payer des impôts, et même payer des impôts quand on est mort, c'est encore trop douloureux. Donc c'est quand même assez fabuleux. Je reviens c'est un pays de vieux aussi, il ne faut quand même pas oublier, c'est un des déterminants importants de cette élection, c'est que malheureusement dans les deux candidats finalistes que je ne citerai pas, vous en avez un dont le cœur d'électorat c'est les fonctionnaires, on ne peut pas espérer d'eux qu'ils soient spécialement ouverts à l'idée d'un changement radical, et puis le cœur d'électorat de l'autre candidat dit favori, ce sont les retraités qui par définition, compte tenu de leur âge et de leur niveau de patrimoine, ne sont pas très favorables non plus à des révolutions ou à des changements rapides. Donc nous avons deux candidats dits finalistes qui sont tous les deux surdéterminés par un cœur d'électorat qui ne demande rien d'autre que pourvu que ça dure. Oui, mais le problème, c'est que tout à l'heure on parlait de l'OCDE qui va nous faire revenir à 50% de dette publique. Revenir à 50% de dette publique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 1000 milliards de dette publique en moins. Il faut aller les chercher. Ouais. Mais 1000 milliards de dette publique en moins, ça veut dire 1000 milliards de patrimoine privé en moins. C'est de la comptabilité. Donc il y a des gens qui vont perdre 1000 milliards d'euros, soit par des restructurations de dette, soit par des levées d'impôts pour rembourser. Il n'y a pas 50 solutions. Diminuer la dette égale diminuer le patrimoine des Français. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est une réalité comptable. Free, pour terminer, je me tourne vers vous, Gilles Pélisson, vous connaissez les secteurs, vous l'avez fréquenté. Alors il y a un truc extraordinaire, c'est que toutes les offres low cost, que ce soit Free, que ce soit Soch chez Orange ou Red chez SFR, sont des offres qui sont vendues, mais il n'y a pas le téléphone avec. Donc les gens doivent se payer leur téléphone nu. Enfin, généralement, ils en ont un stock de vieux téléphones dans une boîte à la maison. Parce que c'est la maturité du marché. Ouais, mais Philippe, vous voulez un smartphone quand même. Le problème, c'est que le smartphone. Beaucoup en veulent un. Et l'iPhone, il coûte trop cher. Et en fait, le low cost est en train de nuire. Et c'est une information BFM Business. Moins 10% pour les ventes d'iPhone 4S d'Apple en France depuis le début de l'année. C'est phénoménal comme phénomène. Free qui fait de l'ombre à Apple, finalement. Cher Nicolas Dose, le modèle français était quand même un modèle qui vous verrouillait. Enfin. Avec cette subvention du téléphone qui faisait que vous aviez un forfait, vous aviez ce sentiment formidable en tant que consommateur, je ne paye pas mon téléphone et puis quelque part je m'engage sur 12 mois, 24 mois, etc. Absolument. Donc ce modèle-là, effectivement, n'est pas en action dans beaucoup de pays. Il faut quand même bien s'en souvenir. Donc là, vous êtes en train de le qualifier de low cost. C'est le modèle dans beaucoup de pays où on dissocie la prestation de l'opérateur de l'achat du téléphone. Et dans un marché qui devient mature, où il y a beaucoup de gens, comme le dit Philippe, qui ont des vieux téléphones, c'est pas vraiment un souci. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur iPhone et sur les produits d'Apple, parce que quand il y a de la demande, ils seront toujours là. Après, Free change le modèle économique et bouleverse la donne en France. Et là, on peut discuter de l'aveuglement de nos politiques par rapport à la concurrence, le rôle nouveau des régulateurs dans un certain nombre de marchés qui favorise le consommateur, mais au détriment peut-être de l'emploi, de la pérennité, etc., qui sont des vrais enjeux macroéconomiques qui n'ont pas l'air d'avoir été beaucoup plus. Il n'y a pas eu tellement d'études d'impact, vous êtes en train de me dire. On est d'accord. Ouais, bon. En un mot, Philippe. En un mot, moi j'irai même plus loin. Je pense qu'il y a eu une espèce d'effet Apple, un effet iPhone qui était... Enfin, la rupture du point de vue du marketing et du point de vue du dispositif de présentation, c'est des génies absolus du marketing, a convaincu énormément de gens. Je pense qu'au fond, l'appareil, moi j'en ai souffert à mon détriment pendant longtemps, c'est un appareil qui n'est pas du tout aussi performant que le look extraordinairement soigné qu'il a. Et que, bien sûr, il y a l'attaque par le low cost, mais je pense aussi qu'objectivement, Apple pourrait avoir mangé son pain blanc pour vendre des appareils qui ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de tout ce qu'on en a dit de bien. Ils ont 100 milliards de cash, ils ont ils vont en avoir bientôt moitié moins. Voilà. Mais c'est peut-être le début de la fin d'une très 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 belle histoire de marketing plus que de technologie. Il y a l'iPhone 5 qui arrive, donc... Oui, sûrement, puis l'iPad 247. Restez à l'écoute. 9h58.